graffiti, on a des exemples hyper, de ces artistes et de ces mises en couleur. Puisqu'on parle de croyance, on a aussi une vertu symbolique liée à une forme de protection. Quels sont les lieux qui sont encore un petit peu compliqués d'accès pour les gens tatoués? Je suis un petit peu embêté parce que j'ai vu que c'était pas accessible pour aux personnes tatouées, donc je dis je suis tatoué. Et donc la personne à l'accueil me dit beaucoup tatoué. Je dis oui, beaucoup de tatoués. Hello, aujourd'hui on accueille Xavier, qui est un grand spécialiste et qui va nous parler de tatouage. Un petit peu. Et de ton parcours, accessoirement, parce que j'ai hâte de le connaître. Il doit être passionnant. Est-ce que tu pourrais te présenter un tout petit peu pour les viewers, brièvement? Oui, avec plaisir. Merci déjà de l'invitation. Donc, je m'appelle Xavier. Je m'intéresse à l'histoire du Japon depuis une bonne vingtaine d'années. Je vais même dire peut-être 25 ans. Et mon parcours, c'est un jour, je suis au Louvre des Antiquaires à Paris en 85. Donc voilà, il y a 40 ans exactement. Ah ouais. Et j'ai 16 ans et je vois pour la première fois de ma vie une armure de samouraï. Et là, je suis émerveillé. Et mon histoire avec le Japon commence de cette façon. Commence comme ça? Ouais. De cette armure, en fait, comment t'en es arrivé? Pourquoi le Japon, en fait? Qu'est-ce qui a fait que... je crois que c'est cette fascination sur cet art guerrier. Tu sais, en Europe, on a cette espèce d'inconscient collectif sur l'image du samouraï, sur le code d'honneur, etc., etc. Et je pense que cette fascination d'enfant, en fait, c'est complètement matérialisé quand j'ai vu cette armure pour la première fois. Après, ce que je trouvais juste incroyable, c'est l'espèce de fantaisie et les matériaux utilisés par opposition à ce que finalement les vêtements militaires occidentaux ont quelque chose de très rigide. C'est vrai. Et donc c'est ça qui m'a vraiment fasciné. Et puis ces masques d'armure, quoi, c'est tellement expressif. Magnifique. Oui, magnifique. Tellement expressif qui font peur. Ouais. Et en même temps fascinant. Donc je crois que c'est ça qui m'a embarqué. Qui a donné le déclic. Ouais. Et sinon, au niveau de ton parcours en général, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où tu viens, ton background, jusqu'à savoir comment ça s'est développé sur le Japon, justement? Ça c'est une bonne question. Disons que moi je suis natif de Bretagne. J'ai quasiment passé ma vie là-bas, mais après mon métier, puisque j'ai travaillé dans la communication et la publicité, m'a emmené à voyager un peu en France. Et puis petit à petit, je me suis passionné, indépendamment du Japon, je me suis passionné pour la formation et la transmission des savoirs. Ok. Et donc j'ai repris mes études à 40 ans pour passer un master en ingénierie de formation. Et depuis maintenant un peu plus de 25 ans, je travaille dans l'univers de la formation. Et je pense qu'il y a un lien assez fort avec aussi les projets que je mène autour des expositions, puisque c'est l'idée de transmettre. De montrer, d'essayer de donner à voir autrement que les a priori. Les images qu'on a. Les a priori, c'est un bon mot. Donc voilà, j'ai un parcours assez simple. Je sais pas. Simple, mais c'est quand même personnel. Moi, je trouve qu'à 40 ans, il y a toujours ce petit cap où tu te dis qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie, parce que c'est un peu la moitié. C'est ça. C'est ça. Et du coup, tu essaies de donner un essai. J'avais 20 ans et sans doute que. Je sais pas. Parce que je suis là dans mes 40. Du coup, j'ai un peu le même. Ça cogite un peu dans ce moment. Donc je me dis que ça doit avoir un truc où tu te dis. Je pense que c'était un peu ça aussi derrière moi. Ouais. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté aussi commissaire d'expo. Oui. Comment t'en es arrivé là? Parce que t'es quand même, je dois souligner, spécialiste en ukiyo-e, au-delà du tatouage. Oui. T'as beaucoup de facettes. Et sur les samouraïs aussi, sur l'histoire du Japon. T'as beaucoup de connaissances. Comment en fait, ça c'est. Je pense que dès lors qu'on s'intéresse à l'histoire du Japon et à la culture japonaise, c'est un peu comme une pelote de laine. Tu tires un fil et puis tu t'aperçois qu'en fait il est connecté à un autre et puis que cet autre fil est connecté à un autre et à un moment, j'allais dire, il y a quasiment tout qui est lié. C'est vrai. C'est vrai. Et du coup,
si tu veux, de cette peut-être première vision de cette armure il y a 40 ans. Après, j'ai tenu un vrai sabre, un vrai katana. Quand on voit un katana, c'est une ligne incroyable. Quand on sait comment c'est fabriqué, c'est un processus de forge tellement unique au monde. Qu'il en est lui aussi fascinant. Du coup, tu vas gratter là-dessus aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, peut-être que le vrai déclenchement, c'est 2008, quand je vais pour la première fois au Japon. Ok. C'était ma prochaine question, tu vois. Ouais. Vas-y. Et que là, je découvre les paysages, les villes, la culture, la nourriture, les sanctuaires. Que je me balade dans les musées et que je découvre les estampes et surtout la fabrication d'une estampe japonaise avec des bois gravés. Oh. Le truc qui est juste unique au monde, en tous les cas dans sa technicité. Et j'en ramène quelques-unes et de là avec mon encadreur, il me dit ah ouais c'est imprimé comment? Et je lui dis bah avec des bois. Et comment ça avec des bois? Bah ouais, des bois gravés. Et je lui dis, il faut quasiment autant de bois gravé que tu as de couleurs sur une estampe. Et c'est vrai que c'est hallucinant. Et elle me dit, c'est pas possible. Donc je lui montre des vidéos. Et de là, elle me dit, oh, on ferait bien une petite expo. Et je lui dis, bah ouais, banco. Donc et ça commençait comme ça. Et ça commençait comme ça. Et en parallèle, avec un ami, j'avais envie de monter une petite expo sur l'univers des samouraïs et de faire le lien avec le cinéma Chambala. Donc ces films de guerriers et ces films de sabre. Et puis voilà, je cherchais un endroit pour le faire à Rennes, chez moi. Et en fait, ça n'a jamais pu se faire. Et j'ai rencontré le directeur du château des Ducs de Bretagne de Nantes. Avec lequel j'ai partagé cette idée et je lui ai demandé juste des conseils et il me dit moi ça m'intéresse et ce projet-là on pourrait le monter ensemble. Donc moi j'ai dit oui. Donc j'avais déjà commencé à acheter quelques pièces anciennes et puis j'avais un réseau de copains pour ta collection perso. Ouais. Et puis on a fini par faire travailler ensemble. Une expo incroyable qui a eu lieu en 2014. J'ai rencontré des personnes comme Pierre-François Souiri, qui est un historien reconnu mondialement sur ses compétences au niveau culture japonaise. J'ai travaillé avec des gens incroyables. J'ai rencontré Monsieur Kitagawa, l'ancien directeur du château d'Osaka. Et toutes ces personnes-là, ça m'a donné envie d'étudier tout simplement la culture japonaise et l'histoire. Et là, j'étais encore plus embarqué dans ce mouvement-là. Du coup, tu vas très souvent au Japon maintenant. Alors maintenant, j'ai décidé d'y aller une fois par an. Ouais. Donc là, prochainement, j'y vais en novembre. Ce sera mon 6e voyage. Et c'est toujours un plaisir incroyable. Et toujours une découverte. Ça, c'est une question qui sort un peu du cadre. Mais je t'en prie. Du coup, je suis curieuse de savoir quelles ont été tes premières impressions. Tu sais, parce que on a tous des a priori ou une image du Japon fabriquée avant d'y aller. Est-ce que tu as eu des petits chocs culturels ou des choses qui t'ont marqué lors du premier, si tu te souviens? Ouais. Alors je sais pas. Ou des sensations ou des choses. Moi j'ai trouvé qu'il y avait un accueil. Un accueil. Enfin, tu connais comme Omotenashi. Ouais. Et en fait, cette sensation-là, elle a commencé dès le premier jour, dès le premier soir à Tokyo. C'est le truc qui frappe. Ouais. Et moi qui m'a frappé et qui a duré et qui persiste encore, tu vois, plus de 17 ans après mon premier voyage. C'est vrai que. Et je crois que on se rend pas compte quand on est en Europe de cette dimension-là culturelle. C'est vrai. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Parce que je crois que ça nous manque vachement. Ça nous manque beaucoup ici. Le respect aux et le problème après, c'est qu'une fois que tu y goûtes, quand tu reviens, en fait, tu tolères. Il y a beaucoup de choses que tu as du mal à tolérer après derrière. Ce qui te paraissait, c'est vrai que ce qui te paraissait normal, t'es habitué, tu fais pas attention à tout ça. Quand tu te le prends dans la tête en revenant, ça fait mal. Ouais. Et à chaque fois que je reviens à Paris et que je reprends le RER et que je vois l'état de délabrement, ça me sidère. Ouais. Ça me sidère. Il y a un irrespect complet du bien public. Du bien commun, en fait. Et ça, je trouve que c'est la chose la plus marquante. Ouais, c'est vrai.
C'est vrai. C'est les 2 trucs qui m'ont marqué aussi après mon PVT d'1 an. Ouais. C'est vraiment les 2 trucs qui m'ont frappé à l'envers quand je suis rentrée. Direct, aéroport, RER, des trucs qui avaient coulé et tout. J'étais là, je suis rentrée. Mais ça n'arriverait pas au Japon. Avec les odeurs et tout, t'étais là. Ah d'accord, oui, je suis rentrée. C'est ça. Ouais. Et pareil, ça fait mal à la tête, en fait. Quand tu te fais envoyer bouler par... Eh ben oui, le sourire, par exemple. Oui, L'accueil, enfin, même si dans les boutiques japonaises, on sait très bien, tout le monde est là pour commercer, donc mais ils le font avec talent, en fait. Oui, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Alors que chez nous, des fois, t'as l'impression de déranger quand tu rentres dans une boulangerie. Ouais, c'est vrai. Pourquoi et comment tu t'es passionné de tatouage japonais? Parce que c'est quand même pourquoi ce point-là, tu vois. Tout à fait. Eh bien, quand j'ai commencé à m'intéresser aux estampes japonaises, le lien c'était l'univers des samouraïs, des guerriers, etc. Et rapidement, quand on commence à s'intéresser aux estampes japonaises, on découvre en fait qu'il y a une variété de sujets juste incroyables. Donc évidemment les binjinga, les beautés féminines, on retrouve évidemment les incontournables comédiens de kabuki, et j'ai commencé à m'apercevoir qu'il y avait plein d'autres petits sujets dont on parlait pas trop. Alors évidemment, maintenant il y a une grosse mode grâce au manga d'ailleurs sur les yokai. Ouais, c'est vrai. Et dans les estampes, en fait, on voit dans les livres imprimés, on voit effectivement cet univers-là du surnaturel. Mais que tu fais pas attention quand t'es pas. Quand t'es néophyte, en fait, tu le vois pas. Ouais. Et puis dès qu'on commence on se dit tiens mais c'est quoi ce personnage bizarre avec 3 yeux? Ou les Tengu par exemple. Et là tout à coup on bascule entre les yokai et puis la partie aussi sur les croyances religieuses. Tout cet univers-là, moi que je ne connaissais pas, et ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de voir à quel point aussi l'univers des samouraïs, ces samouraïs étaient des religieux et portaient des signes religieux sur leurs armures et des attributs, et qu'on retrouvait dans les estampes. Donc voilà, j'ai commencé à tisser ces petits liens-là, et un jour, je découvre une estampe avec un tatoué. Et là, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et un tatouage très élaboré, à contrario de ce qui se pratiquait chez nous. Et je regarde la date d'impression de cette estampe, et elle est autour de 1860. Et c'est quoi le tatouage en Europe en 1860? Bah, pas grand-chose. Ouais, hein. Bah non. Alors, du coup, je me suis dit, tiens, c'est étonnant ce truc-là. Et j'ai commencé à chercher. À chercher ça. Voilà. J'ai commencé à chercher. 1, puis 2, puis 3. Et puis des yokai, des tatoués. Et puis au bout d'un moment, j'avais peut-être une centaine d'estampes comme ça dans cet univers un peu surnaturel, un peu bizarre. Et je découvre l'existence en 2000 du livre de Philippe Ponce, qui s'appelle Le corps tatoué, j'ai plus le titre exact en tête. Un livre qui était introuvable parce qu'il avait été très peu tiré. Il a été réédité en 2018. Mais il est toujours... Et il est toujours disponible aujourd'hui. Et donc je découvre ce livre que j'arrive à chiner dans une bouquinerie sur Internet à New York. Ah ouais. Pour pas trop cher. Et là, je le dévore en 2 heures. Et là, je me dis, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Une petite expo sur cette histoire incroyable du tatouage au Japon. Histoire, en plus, contrariée, compte tenu de ce que l'on sait au XXe siècle et de comment le tatouage a été banni de l'espace public. Ouais. Voilà, donc de cette première expo sur laquelle je suis embarqué avec le Château des Ducs de Bretagne en 2014... Eh ben, j'ai ce virus-là qui t'a pris, qui t'a mangé. Ouais. Je refais une expo avec le musée des Beaux-Arts de Carcassonne sur les samouraïs en 2018. Et en même temps, je découvre ce livre de Philippe Ponce. Et là, je me dis, il faut que j'écrive quelque chose. Je prends contact avec lui. J'envoie un petit message à la direction du Monde, puisqu'il est correspondant du Japon pour Le Monde. Et il me répond. Voilà. Super. Et de là, je commence à imaginer un projet où j'ai différents intervenants, parce que je pense que 2 cerveaux ou 3 cerveaux qui réfléchissent sur un même sujet valent mieux qu'un.
Et à partir de là, j'ai croisé les bonnes personnes qui m'ont accompagné sur ces projets. Je parlerai de Claude Estèbe aussi, qui est lui un expert de la photographie au Japon et de son histoire. Ou des personnes comme Christophe Marquet aussi, qui est à l'école française d'Extrême-Orient à Kyoto en ce moment. Donc voilà, des personnes qui m'ont accompagné sur ces projets. Très bien. Et justement, on va parler de ça. Donc, tu as réuni des photos tatouées justement avec Claude Estèbe. Alors, en fait, cette histoire... donc moi, j'avais commencé à chiner, comme je te le disais, à acheter des estampes. Et puis, comme je m'intéresse à l'histoire, je trouve aussi des coupures de presse. Je m'aperçois que beaucoup d'Occidentaux qui ont séjourné au Japon à partir de l'ouverture donc de 1858 et puis à partir de Meiji, donc qui ont séjourné au Japon, beaucoup de ces Occidentaux parlent du tatouage et de leur émerveillement ou alors de leur dégoût, parce que les deux existaient. Mais c'est toute cette vague de japonisme, en fait, on la voit aussi, et finalement le tatouage, eh bien, on en parle dès les années 1858. Il y a un premier ouvrage qui a été publié en France où il y a un éclairage sur le sujet, et puis après les années 60, 65, 70, et tous ces voyageurs qui ont séjourné là-bas, qui faisait ce qu'on appelait le grand tour, c'est-à-dire le mot tourisme. Le mot tourisme vient de cette époque-là où les fortunés occidentaux faisaient le grand tour du monde pour aller jusqu'au Japon, qui était la destination la plus exotique de l'époque, quand même. Ouais. Donc voilà. Donc cette histoire-là, les photographies, j'ai commencé à m'y intéresser, les coupures de presse, les livres, et puis les documents du 20e. Et là, je découvre qu'au 20e, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à part les affiches de cinéma des années 60. Sur les Yakuza, et on va dire entre 1900 et les années 60, il y a quasiment aucune mémoire. Donc ça m'a titillé, c'est un peu l'instinct de la recherche qui parle. Ouais. Et c'est passionnant parce que là tu cherches des petits indices, mais on trouve des choses. Et comment t'en es venu du coup à un moment, collaborer avec Claude? À un moment, tu te dis, j'ai réuni trop de choses. Aujourd'hui, là, en 2025, j'ai environ 750 documents sur l'histoire du tatouage au Japon. Près de 450 estampes qui couvrent le 19e et le 20e siècle. Voilà, photographies anciennes, coupures de presse, etc., affiches de ciné, petites photos des années 50, 60, difficile à trouver, mais on le trouve. Donc, et Claude, je l'ai rencontré en fait en 2018 quand j'ai fait le projet de cette exposition pour le musée des Beaux-Arts de Carcassonne sur les samouraïs. Lui avait fait une conférence sur la photographie de samouraï. Okay. Et là, je découvre que ce type a des connaissances juste incroyables sur la photographie, et on se rencontre. Je lui montre moi les quelques photos de tirage des années 1870-80 que j'avais réunies. Il devait être content. Et là, il était ravi. Et puis là, il me dit, ouais, mais ça, tu vois, alors ça, tout le monde dit que c'est Kusakabe Kimbei, mais c'est pas lui. Et petit à petit, voilà, on partage des connaissances. Il m'accompagne pour mieux comprendre la photographie de cette époque-là, notamment les tirages albuminés, qui sont les premiers procédés de prise de vue au collodion humide et qui ne respectent pas la couleur bleue. Ouais. Donc on voyait pas du tout les tatouages sur les photos. On ne voyait pas les tatouages sur les photos au début, et raison pour laquelle ces photos sont mises en couleur au pinceau à la main. Voilà, par des ateliers. Et notamment, les deux premiers studios qui ont fait ça, c'est Félix Beato et Shin Karenjo. Premier photographe japonais à avoir mis en place cette technique-là. Ok. Donc une histoire passionnante. Est-ce que c'est eux parce que j'y connais pas grand-chose moi là-dessus, j'avoue, c'est pas du tout mon domaine, donc je te laisse parler. Je t'en prie. Le Yokohama, comment ça s'appelait, Yokohama Studio? Est-ce que c'est ça ou c'est encore c'est ça. C'est les studios de Yokohama. Les studios de Yokohama. En fait, en 1858, lorsque après le blocus du port de Yokohama et par les États-Unis, donc en 1854, qui force le gouvernement samouraï, enfin Tokugawa, à ouvrir des négociations commerciales. On a les premiers traités d'amitié et de commerce qui sont signés dans les années 1858. Notamment la France le fait aussi à cette même période.
À partir de là, le Japon ouvre différentes villes, donc des comptoirs commerciaux, des ports qui sont des zones franches, mais qui sont fermés, donc qui sont réservés aux Occidentaux. Donc le plus connu étant celui de Yokohama, mais il y en avait d'autres aussi au Japon, comme Kobe par exemple. Ouais. Et donc à Yokohama, on va dire les Occidentaux s'installent et commencent à commercer avec les Japonais. Donc très peu de Japonais sont admis à commercer avec les Occidentaux, et les Occidentaux en fait apportent aussi la technologie, leur technologie. Et les premiers studios, donc on a Félix Beato qui va monter son studio. Il n'est pas le seul, hein. Il y a Stilfried aussi Anderson qui vont agir. Et de là, en fait, on a des liens qui vont commencer à s'opérer entre l'Occident et le Japon. Et pourquoi on appelle ces premières photographies, les Yokohama Shashin, puisque c'est dans le port de Yokohama qu'elles ont commencé à se vendre pour justement les touristes fortunés qui voulaient profiter d'un souvenir. De garder un souvenir. Exactement. C'est drôle, ça. Ouais, c'est une histoire incroyable. Ouais. Mais du coup, tu sais si il y avait des écoles ou des choses pour faire ce genre de... C'était des ateliers, en fait. Des ateliers d'artistes, quoi. Ouais. Enfin, en fait, c'est les photographes qui louaient les services de peintres. Et forcément, ces peintres japonais, parce que c'était pas des Occidentaux qui le faisaient, quand on connaît la dextérité des artisans japonais, par exemple, Beato s'est entouré des meilleurs pour avoir cette finesse extraordinaire sur ses premiers clichés, quoi. Tu peux nous montrer des petits exemples sur le bouquin ? Avec grand plaisir. Voilà. Parce que du coup, tu nous as ramené le Horimono Shashin, donc où sont rassemblés je sais pas si c'est bien de le montrer comme ça. De toute façon, je mettrai un petit au cas où. T'inquiète pas. Pour qu'on voit bien. Oui, pour qu'on voit ces fameux peintres. Alors ici, je vais vous montrer, par exemple, l'un des peintres, le chef peintre de l'atelier de Beato, qui faisait ces mises en couleur. Ici, on a des exemples de ces artistes et de ces mises en couleur. Alors là, le format est très agrandi, mais il faut imaginer que cette image, elle fait 9 cm, un peu moins de 9 cm sur 6. Ah oui. Donc c'est ce qu'on appelle les CDV, les cartes de visite. Ici, on a un exemple complet qui est agrandi aussi. Voilà. C'est incroyable. Donc ça, ce sont les premières photographies de tatoués autour des années 1863. Et à partir de là, les studios vont se développer, que ce soit les studios occidentaux à Yokohama ou ailleurs, et aussi les studios japonais qui vont évidemment eux aussi œuvrer du coup pour une clientèle japonaise. On a bien une segmentation. Ouais, exactement. Et est-ce que tu sais si quel type de photos voulaient les Japonais? Quel type de photos voulaient les Occidentaux? C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que les sujets sont pas du tout les mêmes. Shim Karenjo, par exemple, lui, va photographier des pompiers, il va photographier finalement la réalité de Edo, qui s'appelle pas encore Tokyo, de l'époque. Quand Beato, lui, va photographier plutôt des sujets qui vont lui paraître exotiques, et notamment pour le goût des Occidentaux. Donc on a vraiment une dimension, deux approches différentes. Après, les photos de Shim Karenjo sont extrêmement compliquées à trouver puisque elles datent du démarrage. Il en existe, on va dire, une bonne centaine aujourd'hui identifiées, mais pour autant, ce sont des images très compliquées à trouver. Ah ouais? Oui. Tu sais si c'est des collectionneurs qui les ont ou... Il y a beaucoup de collectionneurs qui les ont, et puis des musées. Pour la réalisation de ce livre, on a travaillé avec des collections privées au Japon, aux États-Unis et en France. Nous avons travaillé aussi avec Claude Estel, puisqu'on est deux à avoir coécrit ce livre. Nous avons travaillé avec des musées internationaux comme le Nagasaki Museum, comme le Edo Tokyo Museum, donc Japon, États-Unis, Royaume-Uni et Europe aussi, Autriche, France, le musée Guimet, la BNF. Bref, on a essayé d'identifier. C'est 5 ans de travail. C'est un sacré boulot. Oui, 5 ans de travail. Aujourd'hui, il y a une centaine de clichés qui ont été réunis pour la première fois dans ce livre. Voilà, ça n'avait jamais été fait jusque-là. Beau boulot. Merci.
Arigatou gozaimasu. Je vous mettrai le lien d'ailleurs de la page. Pour l'instant, il est pas dispo en ligne. Hein. Alors, il est dispo sur Insta. Enfin, il suffit juste de m'envoyer un petit mot. Pour info. Sur le site web qui existe aussi. Malheureusement, les plugins pour les commandes en ligne sont pas encore actifs, mais ça ne saurait tarder. C'est ce que j'avais vu, c'est pour ça. Oui. Ok. Bah pour info, vous pouvez le contacter. Nous sommes des petits artisans. C'est un livre qui a été édité à compte d'auteur. Voilà. Je voulais aller un petit peu plus dans l'histoire. Du coup, avant les interdictions qu'on connaît, qui était tatoué au Japon? Parce que ça, c'est pas un truc que tout le monde ne sait forcément. Et faut acheter le livre, hein, c'est écrit dedans. C'est vrai. Non, mais il va falloir me faire un peu de spoiler. Non, il y a pas de souci. Eh bien, disons qu'effectivement, dans l'inconscient collectif occidental, et ça, c'est le cinéma des années 60-70 qui a énormément porté cette image-là. Quand on demande dans la rue, on fait un micro-trottoir et qu'on montre une image d'une personne qui a un orimono et un tatouage intégral, très souvent la première chose qu'on entend, c'est « Ah ouais, c'est les trucs de Yakuza ». Oui. Voilà, donc ça c'est malheureusement l'idée reçue, c'est l'inconscient collectif et ce qui est d'ailleurs très curieux, c'est que c'est la même chose au Japon. Oui, c'est bien pour ça que c'est encore très touchy comme sujet. C'est un sujet très compliqué, c'est un sujet sensible, mais effectivement, cet inconscient collectif, finalement, qu'il soit occidental ou japonais, c'est à peu près la même rengaine qu'on entend souvent. En fait, quand on creuse l'histoire, on se rend compte que le tatouage, alors au 19e siècle, hein, puisque c'est ce qu'on a fait comme mémoire. Après, on peut remonter l'histoire un peu plus loin, mais parce que ça date. On peut aller. Je crois que j'avais entendu que même au 17e siècle. Ouais. 17e siècle, on a quelques écrivains qui racontent leur expérience des quartiers de prostitution, des maisons vertes, et qui parlent évidemment de ce qu'on appelait le tatouage de serment, et le tatouage de serment est probablement l'une des racines. Ces idéogrammes qui sont tatoués pour un engagement amoureux vont gentiment progresser, autour desquels on va rajouter aussi des éléments ornementaux. On a aussi ces écrits, toujours pareil, fin 17e, on parle de moines qui portent des sutras du lotus tatoués dans le dos, par exemple. Donc on a quelques pistes comme ça qui sont intéressantes. Et puis on a surtout aussi le tatouage punitif qui existe en parallèle. Ouais. Et on peut très bien imaginer que on ait envie de les cacher à un moment ou à un autre et de les couvrir pour réaliser un tatouage ornemental. Donc on va dire que ça naît autour de la deuxième moitié du 17e, pendant le mouvement de l'ukiyo. Et on va dire cette espèce d'instant où le Japon n'est plus en guerre depuis plus de 50 ans. Et à partir de là, en fait, au 18e siècle, il va gentiment évoluer pour devenir quelque chose de plus ornemental. Sauf qu'on n'a quasiment aucun document, on va dire pictural, qui montre ça. On n'a que des textes. Il va falloir attendre le 19e siècle pour commencer à voir le tatouage ornemental dans les estampes japonaises, et notamment on a un premier exemple en 1816 par un artiste de l'école d'Osaka et qui montre un tatouage sur un acteur de kabuki. Donc on sait qu'il y a un lien très fort entre cet univers de l'ukiyo, donc les quartiers de plaisir, l'univers des acteurs de kabuki, les écrivains, cette société un petit peu de spectacle et de loisirs, et c'est vraiment dans cet univers-là que le tatouage va s'exprimer pour gagner toutes les couches de la population. Et quand je parle de toutes les couches, on va dire à la marge de la société japonaise. Je rappelle juste que la dynastie Tokugawa va instaurer une pyramide sociale au sommet de laquelle les samouraïs ont le droit de vie et de mort sur l'ensemble du peuple. En dessous, on a les paysans, parce qu'il faut bien nourrir une armée pour qu'elle puisse combattre. Sous, effectivement, c'est bien pensé, les ça, paysans, oui, c'est pas mal pensé, mais ça reste fictif. Dans la réalité, les paysans étaient vraiment maltraités.
Ensuite, on a les artisans, et puis la dernière roue du carrosse, c'était les commerçants, puisque les commerçants, finalement, ils ne produisent rien, mais ils essaient de faire ils gagnent de l'argent en profitant, on va dire, des talents des autres. Petit sujet à part. Sauf que dans cette société dite idéale, les hors-classes existent. Les hors-classes, on va dire, ces travailleurs de force du quotidien, ces personnes qui travaillent dans les quartiers de plaisir, que ce soit femmes ou hommes, les gens du spectacle, etc. Donc ça, ce sont des personnes hors-classe, et effectivement, le tatouage va se développer et va se propager dans cette... Plus sur cette... Ouais, cet univers-là qui vit... ce sont quand même des populations qui vivent à la marge de la société. Et le tatouage va petit à petit, surtout au 19e siècle, devenir finalement l'apanage d'une revendication sociale silencieuse. Donc porter un orimono à cette époque-là, c'est une façon de montrer qu'on est hors classe aussi. D'accord. Et qu'on est loin... Donc c'était vraiment de l'afficher. Et ouais, il y avait cette volonté-là. Et à une époque où finalement, quand bien même le tatouage était interdit dans l'espace public, pour autant il était, entre guillemets, toléré. On a les premières interdictions de la dynastie Tokugawa vers 1811 qui proscrit par exemple les concours de tatouage dans les bains publics. Et il y avait des concours de tatouage dans les bains publics. C'est génial. C'est génial. C'est juste incroyable. Et donc ça c'est vraiment intéressant. Donc ça montre que s'il y avait des concours de tatouage dans l'espace public dès le début du 19e, ça veut dire que la pratique elle existait plusieurs dizaines d'années avant, d'un point de vue ornemental et sur de larges surfaces du corps. D'accord. Voilà. Mais par exemple, moi j'avais entendu que il y avait les pompiers aussi qui portaient ça et les... Effectivement, les pompiers. Alors c'est-à-dire que là, c'est là où le tatouage a plusieurs vocations. Il en a une évidemment politique. Donc là, c'était politique silencieuse. Ce dont on a parlé. En parallèle, il a une existence aussi ornementale, avec un ensemble de symboliques qui sont liées aux croyances japonaises, que ce soit des croyances religieuses. Pourquoi on va se tatouer un dragon? Pourquoi on va se tatouer je sais pas moi, des fleurs de sakura, des carpes, etc. C'est tout ça. Quand on commence à s'intéresser à la culture japonaise, on se rend compte que il y a énormément de symboliques qu'on retrouve d'ailleurs sur par exemple les sanctuaires. Quand tu rentres dans un temple, tu vois les charpentes qui sont ornées de chichis, de volutes, de dragons, etc., etc. Bon, tout ça, ça a du sens. Ça a un sens culturel. Donc, on va retrouver aussi ces éléments-là ornementaux sur les peaux. Et puis, en parallèle, derrière, puisqu'on parle de croyance, on a aussi une vertu symbolique liée à une forme de protection. D'où le tatouage corporatiste que vont réaliser les pompiers et les charpentiers qui travaillaient en hauteur lorsqu'ils construisaient aussi les édifices. Donc l'objectif c'était aussi de se protéger ou du feu ou de la mort. De la mort en général, exactement, c'est ça. Okay. Ouais. Donc par exemple le dragon, animal d'eau, contrairement à ce qu'on en Occident, oui. Voilà, le dragon est évidemment un animal d'eau va venir contrecarrer le feu, donc la carpe aussi qui remonte le courant pour selon une légende pour se transformer en dragon s'il arrive au sommet d'une montagne sacrée. Bon, toutes ces croyances là, elles ont aussi un sens très profond et qu'on va retrouver en symbolique dans le tatouage. Et j'ai une autre question là-dessus, c'est que est-ce que c'est vrai, parce que j'avais entendu ça aussi, pour ce qui est des constructions notamment, souvent on portait des pagnes pour travailler et que c'était aussi une manière de cacher la nudité. Est-ce que c'est vrai ça? Alors, je vais être très franc, je ne sais pas. Tu sais pas? Je ne sais pas. Parce que c'est un truc que j'avais entendu et je me suis demandé... Je connais juste un voyageur, il y a un voyageur allemand qui a séjourné au Japon dans les années 1880 et qui fait un éclairage sur le tatouage et qui cite une personne qui est tatouée et qui lui pose la question de cette raison-là, pourquoi il se tatoue. Et cette personne lui indique que le jour où il n'a plus rien, il a au moins son vêtement de peau. D'accord.
Alors, je ne sais pas si ça fait un lien avec ta question. Effectivement, ce qu'on appelle le pain de fundoshi, qui est quand même le plus simple appareil japonais. On avait les tireurs de jinrikisha, les tireurs de carriole qui portaient effectivement cet unique vêtement. Quand on sait comment il fait très très chaud au Japon l'été, on comprend mieux. Mais pour autant, effectivement, il y a peut-être aussi cette idée j'allais dire peut-être du dénuement. C'est-à-dire que si t'as rien, t'as peut-être encore, on va dire, un peu d'humanité avec ton vêtement de chair. Ouais, c'est ça. Je trouve l'histoire intéressante. Enfin, c'est ce que je trouve intéressant. Et ça avait justement choqué les Occidentaux quand ils sont arrivés. Exactement. Au-delà de la nudité déjà. Alors la nudité en public, puisqu'il faut juste remettre en perspective que quand on va dire le Japon s'ouvre réellement, je rappelle juste que la restauration du pouvoir impérial, c'est janvier 1868. Donc là, les Occidentaux commencent à prendre encore plus de place dans le paysage culturel japonais. On commence à avoir et effectivement, le gouvernement Meiji va avoir à cœur de moderniser le pays, la nation, et dans cette volonté de moderniser, donc il va y avoir un ensemble d'articles de loi qui vont être promulgués en 1871. Et qui vont interdire la nudité en public. Donc il y avait effectivement ces sento publics où tout le monde était mixte en plus à l'époque, femmes, enfants et hommes. Et ça choquait la morale un peu pudibonde victorienne notamment de l'époque. C'est clair. Donc oui, il y a eu effectivement cette volonté à un moment donné de cacher ce qui pouvait apparaître aux yeux des Occidentaux comme des pratiques un peu féodales, on va dire, ou arriérées. Bref. Pour dire. C'est ça. Mais c'est effectivement dans cette volonté de vouloir cacher ça. Et cette idée aujourd'hui elle est toujours réelle. Quand on sait que le tatouage est interdit dans l'espace public, notamment dans les sento, les bains publics ou les onsen. On voit bien à quel point c'est une idée ancrée depuis plus d'un siècle et demi, quoi. Ouais. Et comment... Enfin, ça, c'est une question difficile, mais... Je t'en prie. Est-ce que tu sais pourquoi ça persiste encore aujourd'hui? Mais je pense que ça persiste encore aujourd'hui parce que peut-être que culturellement au Japon, il y a cette idée du collectif qui est peut-être, on va dire, supérieur à l'intérêt personnel. Moi, je me souviens quand il y a eu Fukushima, j'ai vu comme beaucoup de personnes, il y avait aucune émeute. En fait, l'évacuation du site s'est faite dans une logique collective. Faut juste imaginer la même chose en France. Je pense que ce serait un truc monstrueux. Tout le monde se marche dessus. Donc il y a cette idée à un moment donné que l'intérêt collectif est plus important que l'intérêt individuel. Et je pense que cette interdiction, comme elle a convenu de 1871 à 1949, pendant plus de 75 ans, on peut imaginer que c'est resté comme un truc auquel on ne touche pas. Parce que pourtant, officiellement, c'est plus interdit, on est d'accord. Il y a eu une levée. Ouais, depuis 1948, le gouvernement américain d'occupation a levé l'interdiction du tatouage. Donc, officiellement, il n'existe plus. Sauf que en parallèle au Japon, il y avait une loi qui notamment la loi sur l'intervention médicale sur le corps humain qui ne pouvait se pratiquer que par un médecin, donc ça veut dire quelqu'un qui a fait des études et qui a un diplôme. Article d'ailleurs qui a été agité pour chercher à fermer les salons de tatouage. Donc il y a eu cette fameuse affaire là des années
2015 et qui a été soldé là en 2021 avec la relaxe de ce tatoueur qui s'est battu pour ça. Mais on voit bien qu'il y a quand même une forme d'idéologie qui reste. Et je pense que cette idéologie, elle a été totalement renforcée aussi avec le cinéma des Yakuza. Hein. Oui. Ah oui, oui. Donc on a à la fois quelque chose qui a été caché et interdit pendant 75 ans. Et au sortir de la guerre, dans les années 48-50, le Japon est en reconstruction. On sait que c'est à ce moment-là que les Yakuza vont commencer à prendre possession des territoires et entre guillemets aider certains quartiers. Et en même temps, on a le cinéma qui arrive avec cette image du montrer aussi du malfrat tatoué. La coolitude. Ouais, de la coolitude. Un peu la coolitude. Donc tout ça, je pense, participe à un inconscient collectif qui perdure aujourd'hui. Je pense. Et est-ce que c'est pas aussi parce que à la fin, ceux qui ont continué à faire perdurer la culture du tatouage, c'était aussi les Yakuza. Quand ils ont interdit. Alors pas que. Non. Pas que. Oui, mais évidemment l'activité des tatoueurs, en fait, faut essayer de la comprendre. En fait, les années 50, c'est quand même un melting pot quand on commence à regarder. Déjà, il y a un gouvernement d'occupation américain. Ces Américains, il y a déjà des machines, des dermographes électriques qui circulent. Alors, je suis en contact avec Pascal Bagot qui lui a mené un travail de recherche absolument génial sur justement cette partie-là de l'histoire du tatouage au Japon. Mais on sait que les dermographes électriques ont quand même circulé probablement avant-guerre, mais ils vont sans doute se populariser dans le milieu des tatoueurs japonais autour des années 50. On a quelques photographies, notamment que Pascal a publiées dans son livre. Qui s'appelle The Tattoo Writer. Je fais un petit clin d'œil à mon copain. Et c'est vrai qu'on a des photographies des années 55-60 où on voit ces tatoueurs japonais qui utilisent le dermographe électrique et aussi la technique du tebori à la main. Donc l'activité tatoueur existe. Celle qu'on voit, c'est celle des Yakuza. En tous les cas que le cinéma colporte, parce qu'au final les Yakuza ne le montrent pas. Parce qu'on voit, on ne verra pas de photos de photos de Yakuza tatoués avant les années 70-80. Et puis on a toujours cette clientèle qui existe, j'allais dire peut-être plus traditionnelle, de ces corporations de métiers dont on a parlé tout à l'heure, notamment les pompiers. Il existe une association qui est la Edo Choyukai, qui existe depuis le début du XXe siècle, les années 1900. Alors ma mémoire est un peu défaillante à cette heure-ci, mais je crois que c'est autour de 1905-1910. Et on a par exemple des estampes. Il y en a une qui est un triptyque d'estampes daté de 1958, qui est un rassemblement de personnes tatouées qui ne sont pas des Yakuza, membres de la Edo Choyukai, et qui se réunissent chaque année pour effectuer le pèlerinage au sanctuaire de Oyama. Ok. Et voilà. C'est marrant que ça, par contre, on n'en parle pas. Jamais entendu parler. Non. Donc c'est pour ça qu'on a bien ce qu'on veut nous donner à voir, mais effectivement la clientèle des tatoueurs entre guillemets, je pense qu'elle devait être quand même composée des deux corporations, que ce soit la pègre ou que ce soit aussi les artisans. Ok. Ouais. Revenons à maintenant. Toi, tu es tatoué. Et tu vas très souvent au Japon. Je vais très souvent au Japon et oui, je porte un tatouage à Horimono. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu aujourd'hui au Japon, parce que j'ai beaucoup de questions à ce sujet sur les réseaux très souvent et que je peux pas toujours répondre honnêtement, parce que moi je vais pas trop dans les lieux où les tatouages sont interdits. Quels sont les lieux qui sont encore un petit peu compliqués d'accès pour les gens tatoués? J'allais dire, dans l'espace public, ce sont les bains publics, les sento, et puis les onsen. Mais le paradoxe, c'est que on trouve très facilement à Tokyo des sento qui acceptent les personnes tatouées. Les sento, oui, c'est plus facile. C'est plus facile. Après les onsen, alors évidemment, on a les onsen privés, mais j'allais dire, c'est un peu la partie aussi visible de l'iceberg, c'est-à-dire qu'on a les onsen principaux où on retrouve des stations balnéaires. Ouais.
donc avec des complexes hôteliers de Thalasso ou autres, là c'est même pas la peine d'envisager d'y aller. En tous les cas pour profiter du onsen. J'en ai fait l'expérience en novembre l'année dernière sur. J'avais pas fait attention. En fait, moi, c'était surtout le site qui me plaisait parce que c'était en bord de mer, et je me suis retrouvé dans un complexe hôtelier. C'était pas indiqué à l'entrée, en fait, c'est ça? Si, c'était indiqué à l'entrée, mais moi, quand j'ai fait ma réservation, si tu veux, en ligne, c'était pas indiqué. Donc, et puis j'ai pas fait gaffe, en fait. Moi, c'était surtout le côté bord de mer. J'adore. Que tu as regardé. Ouais, tu m'étonnes. J'adore découvrir des endroits que je ne connais pas à chaque voyage. Donc là, je me dirigeais vers la péninsule d'Izu et donc je faisais un petit stop. C'était en bord de mer. Je me dis chouette, un hôtel, il y a un onsen, super. Et j'arrive et là je vois à la réception, je vois un énorme panneau avec le signe. On voit un dessin d'une personne tatouée avec un dragon et barré. Et là, je me dis, bon, ça va être compliqué. Et effectivement, ça l'a été. Enfin, en vrai, c'était ma première expérience. Comme ça, ou? Ouais, où je me suis fait bannir, bannir. Donc, c'est pas bannir, c'est-à-dire que tu peux pas accéder au truc. Alors, pour la petite histoire, parce que franchement, c'est... Il faut que tu la racontes. Ouais, parce que c'est une anecdote, moi, je l'avais pas encore vécu, donc je découvre ce signe, je prends les clés de ma chambre d'hôtel et j'arrive dans ma chambre et comme effectivement c'est un complexe de Thalasso avec un onsen, en fait les chambres n'ont pas de douche puisque tu te dis que tu vas en parce qu'il y a les douches où tu peux avoir accès très facilement. Donc là, je me rends compte de ça, donc je redescends à la réception, et puis je dis, il n'y a pas de douche dans la chambre, comment on fait? Il me dit, vous allez à la douche où il y a le onsen. Là, je dis oui, d'accord. Alors je dis, je suis un petit peu embêté parce que j'ai vu que c'était pas accessible pour aux personnes tatouées, donc je dis, je suis tatoué. Et donc la personne à l'accueil me dit beaucoup tatoué. Je dis oui, beaucoup de tatoués. et là elle me repose la question beaucoup. Oui, beaucoup. Je lui montre une photo de mon dos. Et là, je crois qu'elle a un choc visuel. Elle a bugué. Elle a bugué grave. Donc du coup, elle tourne les talons. Je vois qu'elle va voir dans le bureau de la direction. Elle revient 5 minutes après avec son manager. Donc là, elle dit revenez à 19h30 à ce moment-là. Et donc je reviens à 19h30 et là donc j'ai un garde du corps en fait. Un garde du corps. Ouais. Non mais ça m'a fait vraiment penser à ça. Mort de rire. Donc j'ai un employé de l'hôtel qui m'accompagne. J'arrive dans l'espace où il y a, tu sais, les casiers, les lockers. Ouais. Et donc on me donne 3 serviettes, mais des grandes, tu vois. Des énormes pour te cacher comme un fantôme. Après, je vais dans un dédale et j'arrive au fin fond d'une petite salle où il y a les derniers casiers pour qu'on me voie le moins possible. Donc je me déshabille. Je dois mettre toutes les serviettes pour cacher mes bras et mon dos. Comme un fantôme, t'étais limite. Alors pas la tête, mais presque. Je t'imagine. Donc voilà. Ensuite, cet employé me conduit là où il y a les douches. Et là, je dois rentrer derrière le rideau, mais que de façon à ce que personne me voie. Ils ont quand même mis un rideau. Je prends ma douche, voilà, et je me recouvre, etc. Et j'étais... Mais où est-ce que t'es allé faire le bain, du coup, loin des... Ouais, c'est ça, ouais. Loin des gens? Ouais, dans les douches les plus éloignées de l'accès au onsen. Ouais. Et il y avait des clients quand même qui... Ouais, il y avait des clients, mais si tu veux, comme j'étais tout couvert, personne n'a vu. Mais je pense que tout le monde a compris. Oui, c'est un petit peu... Donc c'est quand même très drôle. Ouais, mais quand t'étais dans le bain, du coup, est-ce que l'employé restait là? Non, juste la douche. Moi, la douche. Oui, pour faire la douche. Tu pouvais pas rentrer après dans le onsen. Parce que moi, je pensais que du coup, t'as pu te foutre dans un coin. Non, j'ai jamais fait de onsen. Ah oui, c'était vraiment juste pour te doucher. C'est ça. C'est génial. Enfin, c'est génial. Non, c'est pas génial, mais c'est marrant. Alors, ça m'a fait, franchement, j'étais frustré parce que j'avais quand même choisi cet établissement parce que moi, j'adore les onsen. J'adore ça. Ouais. Et heureusement, j'en ai trouvé d'autres, des onsen d'extérieur, publics, géniaux, des petits endroits où tout le monde s'en fout, en fait. Ouais. T'as pas de panneau, personne ne va dire quoi que ce soit.
En 2010, c'était quoi? C'était 2019. J'étais sur la côte vers Itoigawa, là, tu vois, pas très loin de Kanazawa. Là, c'est pareil. Je suis allé dans un petit onsen de campagne. J'étais avec une japonaise qui m'emmenait là. C'était un petit truc vraiment tellement tranquille, tellement familial. Qu'ils s'en fichent. Personne ne m'a rien dit. Donc il y a ça aussi, quoi. Est-ce que c'est pas plus facile à la campagne que dans les grandes villes? Je pense que c'est ça. Ouais. En tous les cas, sur les onsen. Très clairement. Faudrait peut-être qu'on dise quelle est la différence entre onsen et sento rapidement, parce que je pense que tout le monde ne fait pas la différence. Le sento, donc c'est le bain public. Hein, c'est là où on va profiter alors de bain chaud, en fait. Mais c'est pas de l'eau thermale. Mais c'est pas de l'eau thermale. Par rapport au onsen, où là, on est effectivement sur un bain de source d'eau chaude. Ok. Voilà. Et comment tu sélectionnes, du coup, quand toi, tu voyages? Tu regardes habituellement si c'est autorisé ou pas, ou tu demandes, ou est-ce que jusqu'à présent, j'avais jamais. T'avais jamais eu à faire la démarche. Ouais, j'avais jamais fait vraiment attention parce que j'ai souvent séjourné dans des petits hôtels quand j'essaye à chaque voyage d'aller dans des endroits pas très connus, en tous les cas il y a pas trop de monde. Donc et puis dans les grandes villes, par exemple j'ai un ami à Tokyo qui a quelques copains qui m'avaient indiqué où aller. Un bain public où on accepte les tatoués. Donc cette question en fait je me la suis jamais vraiment posée frontalement comme la première fois, c'était la toute première fois en 6 ans. Voilà, en 5 ans. Et ça prouve aussi que c'est pas si difficile parce que tu sais c'est une inquiétude mine de rien que beaucoup de gens ont quand ils vont là-bas. Je sais que. Mais je pense que c'est une inquiétude qui peut être justifiée si on va dans les endroits les plus fréquentés par les touristes ou dans les chaînes hôtelières les plus connues. Voilà. Mais dès lors qu'on sort des sentiers battus, un tout petit peu, ça va. Vous devez sortir des sentiers battus, voilà. Bon, voilà. Ouais. En gros, c'est ce qu'il y a mieux à faire. Et alors. Qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas justement pour le tatouage? Moi, c'est ça qui m'intéressait personnellement. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas? Parce que c'est un gros truc, c'est un gros pas quand même. Ouais, c'est un gros pas. Ça change pas mal de choses. C'est la perception que peuvent avoir les gens. Après, t'es pas à poil toute la journée, donc ça va. Mais non, c'est clair. D'ailleurs, ça se voit pas. Ça se voit pas du tout. Disons ce qui m'a fait sauter le pas, comme je te le disais, tu vois, je me suis quand même intéressé pas mal à cette culture japonaise. Plus j'avançais, plus je trouvais qu'il y avait des symboliques vachement intéressantes sur les croyances populaires, les croyances shinto, le rapport. Je trouve que il y a un rapport au Japon avec la nature qui est fondamental. Tu sais, les torii là, ces grandes constructions rouges qui marquent le territoire des esprits. Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé. Et plus j'avançais dans la collection, la collection en tous les cas dans ce sujet, plus j'avançais dans l'histoire, plus je rencontrais des personnes qui connaissaient aussi l'histoire du tatouage au Japon, dont j'ai parlé tout à l'heure. À un moment, quand j'ai monté mon premier projet, donc je l'ai écrit en 2018, et il s'est réalisé au Musée des Arts Asiatiques de Nice en 2023. Et à un moment, je me suis dit, mais ok, super, hein, tu veux faire une expo, tu fais le malin en fait, voilà, sur une histoire. Je crois que j'ai eu envie de savoir ce que c'était. De vraiment le tester sur toi-même. De le porter, ouais, de me dire, va jusqu'au bout de cette relation-là que tu as. Parce que plus j'avançais, plus elle me parlait, en fait, cette relation. C'est génial. Donc voilà, j'ai commencé par me faire, je me suis dit, moi, c'est le premier. Je vais faire un bras. Et puis après il y a une affaire de rencontre aussi avec le tatoueur. Ouais. C'est toujours le même qui te le fait? Ah oui, c'est toujours le même. Donc Tu peux lui faire de la pub aussi. Je peux lui faire un petit coucou. Je mettrai la page. Darou Manu, voilà, à Paris. Je vais mettre tout en description. Donc que j'ai rencontré en 2017 et puis on s'est revus en 2018 et j'ai passé le pas en 2019. 2019. Ouais. Voilà, donc on a commencé à faire un bras, donc c'est un peu de temps. Ça m'a pris plusieurs mois. Faut compter à peu près 25 heures, donc des sessions de 3 heures. C'est dur, non? Enfin, physiquement, ça se fait pas comme ça. Après, tu sors de là, après justement, il y a l'idée aussi du rapport
à la douleur, à la méditation. Enfin, il y a une expression au Japon, tu sais, c'est gaman, c'est l'endurance. Ouais, c'est ça. Ta capacité aussi voilà. Donc il y avait pas mal de choses qui m'intéressaient en termes d'expérience. Et puis une fois que j'ai fait un bras, je me disais quand même que ça faisait bizarre, quoi. Donc un seul bras. Je me suis dit, je vais faire l'autre. Ça fera plus équilibré. Et après, je me suis retrouvé avec ces 2 bras comme ça, 2 ans après. Et je me suis dit, mais il manque quelque chose. Fou, je fais le dos, quoi. Le dos. Voilà, donc j'ai fait le dos complet jusqu'à mi-cuisse. Et puis après, je me suis dit le Munewari, quoi. C'est-à-dire, tu recouvres ici et tu gardes juste une bande vierge au centre. Voilà. Donc là, c'est vous les verrez pas, mais ils sont quasiment accompli à, on va dire. Oui, t'es encore à 85% à peu près là. Il me reste encore quelques mois de travail. Et c'est fini. Ouais, c'est une grosse étape. Et tu penses que tu vas toucher encore après ou pas? Genre les jambes ici? Non, j'ai pas envie. Puis j'ai pas envie. Tu sais, un horimono, c'est aussi une pièce qui se conçoit dans une vision intégrale. Quand je dis dans une vision intégrale, c'est alors même si j'ai commencé par des bras, je raconte les motifs ici, raconte un peu mon lien avec cette rencontre sur l'univers des surnaturels au Japon, sur aussi mon métier dans la formation. C'est l'histoire de la transmission des savoirs entre le roi des Tengu, Sojobo, et Yoshitsune. Donc c'est une légende qui date du XIIe siècle. Donc voilà, c'était un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Et puis dans le dos, il y a autre chose. Et par contre, l'univers, c'est le même, c'est-à-dire que voilà. Oui, moi, je suis né en octobre, donc c'est les feuilles d'érable, les momiji qui sont un petit peu partout. Donc, en gros, c'est une map un peu à décrypter sur toi. Je pense que chaque histoire est singulière et ce qui est important. Alors après, évidemment, moi je respecte totalement les personnes qui se font des petits motifs, des flash tattoos, voilà, qui est une logique très présente aujourd'hui, qui existe d'ailleurs. C'est un peu la mode américaine depuis la fin du 19e. Ouais. Et quand j'ai commencé à travailler sur cette histoire du tatouage, rapidement, la question elle est de la cohérence de l'ensemble et voilà, j'ai fait confiance à Daru Manu qui a fait un travail extraordinaire. Je confirme. Donc super expérience en tous les cas et je crois qu'il faut le faire pour soi. Oui. Il faut le faire pour soi. Moi j'ai pas envie de le partager. Je le partage qu'avec des proches. Voilà, quand je vais me baigner évidemment sur la plage. C'est pas me baigner habillé, mais voilà, mais sinon ça reste. Et on te pose des questions ou? En général, les gens sont pas... Non, je pense que les gens sont plutôt avec la Tex Avery, tu sais, avec la mâchoire qui tombe. Ouais. En disant qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? T'as vu le truc? Ouais. Donc c'est assez marrant, j'aime bien regarder les enfants. Ah ouais? Oui, parce que les enfants, du coup, ils savent pas mentir. C'est trop drôle. Surtout les petits, tu sais, qui ont 4-5 ans. Et ils ont l'air d'en vexer. Ah, mais ils ont juste envie de toucher pour voir si c'est pas une décalco, tu vois. C'est trop drôle. C'est mignon, ouais. C'est cute, ça. Est-ce que tu peux nous décrypter quelques petites signes symboliques? Pas des tiens, mais des symboliques générales qu'on retrouve. Est-ce que ça peut vouloir dire? Bien sûr, ouais. Alors, tout à l'heure, j'en parlais un petit peu sur les j'allais dire les 2 symboles phares que sont le dragon et la carpe, qui sont des talismans de protection, ou en tous les cas, qu'on vraiment cette vocation de symbolique très forte sur l'endurance, par exemple. La carpe qui remonte à contre-courant, donc il y a vraiment cette symbolique-là, le dragon étant plus lié à la protection. Voilà. Par exemple. Après, il y a les oui, c'est ça, les symboles religieux aussi, beaucoup. On va retrouver Fudomyo, qui est l'incarnation de Bouddha, qui rappelle aux pèlerins que s'ils s'écartent de la voie, les enfers bouddhistes le guettent. On va retrouver aussi Kanon, l'incarnation aussi bodhisattva de la déesse de la compassion. On va retrouver
Ouais, il y a une richesse iconographique, mais tellement vaste. Par exemple, aussi, pourquoi on retrouve souvent les fleurs de sakura ou est-ce que c'est juste pour harmoniser le tout? Dans la conception, oui, parfois on n'a pas forcément un symbole phare dans le dos et on a effectivement, en fait, les fonds dans le Horimono classique, c'est un mélange qui symbolise à la fois le vent et l'eau. Donc le vent, les nuages et ou l'eau. Et généralement, on a un motif végétal qui est associé à ces mouvements-là. Donc qui peut correspondre à la personne, soit parce que elle est native du printemps ou de l'automne, mais il y a une question quand même autour de cette homogénéité-là. Cette harmonie. Et après, on peut, homogénéité et harmonie, t'as raison de préciser, parce que c'est vraiment cette idée. C'est vrai qu'on va pas retrouver 3-4 motifs végétaux côte à côte qui n'auraient pas de sens. Mettre par exemple des feuilles d'érable avec un symbole du printemps comme la feuille ensemble, la fleur c'est un peu de prunier, c'est sans doute esthétique. Ça peut être esthétique. Pour autant, je pense que dans la cohérence, on pourrait se questionner sur cette cohérence-là. Ok. Mais oui, non, il y a mille possibilités. Il y a les dieux du bonheur aussi, les 7 dieux du bonheur. Oui. Évidemment, on a la déesse Benzaiten, la muse musicale qu'on voit souvent représentée avec un biwa, avec un luth. Ouais. Voilà, il y a une légende absolument passionnante avec un dragon sur ce sujet-là. Je vous invite à aller découvrir ça. Aller chercher. Ouais. Ibisu. Ibisu, c'est plus pour les pêcheurs. Les pêcheurs. Voilà. On a Otei aussi, représenté un peu bedonnant avec sa besace. Il y a 1000 symboles sur les dieux du bonheur. On va retrouver aussi des symboles guerriers avec les samouraïs les plus célèbres de l'histoire du Japon. Aussi. On peut retrouver, ça m'a échappé, je pense à une autre histoire. Donc alors évidemment, je vous encourage aussi à chercher de votre côté, mais on trouve dans l'iconographie, notamment il y a des peintures qui ont été réalisées dans les années 1825 par un artiste japonais pour le compte d'un néerlandais qui voyageait au Japon. Il y a des peintures qui montrent par exemple des yurei, des fantômes. Donc certaines personnes aussi choisissent de se tatouer une vanité par exemple sur le symbole Nozarashi. Le rapport avec l'évanescence de la vie. Ouais. Donc ça c'est aussi une symbolique forte. Donc yurei, yokai. Tout l'univers, on retrouve, c'est ça, évidemment, le masque le plus important, Hanya. Oui, Hanya, souvent, très souvent, ou un masque no, type Komote. On va vraiment retrouver plein d'aspects de la culture japonaise en termes de symbolique. Et par exemple? Comme sujet de tatouage, Les acteurs de kabuki, je me demande, parce que du coup, on a vu ils se tatouaient plutôt quoi? Parce que ça, on en a pas parlé, donc je saute du coq à l'âne. C'est difficile parce que on n'a pas de témoignage prouvé que les acteurs de kabuki se tatouaient. Ce que l'on sait, c'est que quand tout à l'heure je parlais des premières représentations en estampe des acteurs de kabuki qui portent des tatouages, les tatouages étaient soit peints sur la peau, donc même technique en fait qu'on va retrouver dans les films de Yakuza des années 60. Ou alors portait un vêtement qui était orné comme un tatouage et qui se portait à même la peau, donc dans un vêtement. Je pense qu'à l'origine c'était un vêtement de gaze de coton. Aujourd'hui, on le fait en synthétique comme une sorte de combinaison. Si vous avez la chance d'être dans le sud de la France, vous avez en parler justement. C'était ça au 28 septembre, il y a une exposition gratuite au musée des Beaux-Arts de Carcassonne qui s'appelle L'art du tatouage au Japon, où vous découvrirez justement ces vêtements de théâtre de kabuki qui montrent des tatouages qui sont portés pour des pièces phares comme celle de Benten Kozo par exemple. L'histoire d'un voleur, c'est une histoire assez géniale. Vous avez aussi Natsumatsuri, avec ce personnage emblématique de Danshi Chikurobei,
qui effectue une sorte de meurtre malgré lui dans des conditions terribles, qui est un pitch qui a été créé dans les années 1745, qui est une histoire incroyable et qui est toujours joué actuellement. Voilà, au Japon, ces 2 pièces phares là sont toujours emblématiques de l'histoire du kabuki actuelle. Où les acteurs portent des faux tatouages. Donc ça, c'est assez génial. D'ailleurs, je crois que tu avais reçu Mohamed Ghanem qui a fait un très 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 beau documentaire qui s'appelle L'herbe flottante, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Où l'on voit cette troupe de théâtre itinérant et notamment le comédien Daigoro qui porte à un moment donné un vêtement. Il porte ça. Ouais, qui montre un faux tatouage. D'ailleurs, Daigoro nous a fait l'amitié de nous prêter son costume de scène. Ouais, c'est le sien. Génial. Ouais, c'est génial. Ça, si vous avez l'occasion, allez-y. C'est extraordinaire. D'ailleurs, tu peux nous montrer le petit. Allez. Pour la route, parce que. Pour la route, voilà. C'est jusqu'au 28 septembre, du coup, Exactement. C'est le catalogue de l'expo. Si vous avez l'occasion, allez-y. Pas disponible en librairie, donc ce sera un collector. Super. Je dis ça, je dis rien. Ouais, à bon entendeur. Je mettrai aussi les renseignements pour l'expo, du coup. Merci beaucoup pour cette interview. Merci. Tu voulais rajouter quelque chose ou je vais poursuivre les collaborations. Là, je retourne au Japon en novembre. Je suis en contact avec à la fois des artisans tatoueurs, avec des artistes aussi qui utilisent l'image du tatouage dans leur création. Et puis aussi avec quelques ateliers de production d'estampes. Voilà, puisque c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, comme vous l'avez compris, l'estampes quand même. Donc, pour l'instant, pas de projet en 2026, si ce n'est de travailler sur un projet pour les années futures. Donc, je ne dirai rien, mystérieux, même sous la torture. Mais non, poursuivre cette aventure avec l'histoire du tatouage au Japon, qui est quand même un truc unique au monde. C'est vrai. Voilà. Et un petit truc à rajouter quand même. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était super intéressant. Allez voir sa page. Je vous mettrai la page Instagram aussi. Merci. Et d'avoir écouté. Merci d'être venu. Bye. À bientôt.